Bonjour les troisième 1, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre premier cours en distanciel de l'année 2021. Comme un air de déjà vu, non? Mais rassurez-vous, vous allez être occupés grâce au français, puisque le brevet est maintenu. Je vous rappelle que cela faisait partie des déclarations du ministre, et puis que la majorité d'entre vous souhaite passer en seconde générale. Donc hors de question de prendre du retard sur notre programme de français. En classe, nous avions donc évoqué Céline, qui est un auteur très célèbre du XXe siècle et qui a écrit entre autres Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, c'est donc sur un extrait de Voyage au bout de la nuit que nous allons travailler. Nous allons procéder exactement de la même manière que l'année dernière, c'est-à-dire que vous allez trouver des diaporamas avec des lectures du texte ou alors des consignes, des conseils, etc. Et puis un document Word à compléter et évidemment à me remettre. N'oublie pas que je suis disponible sur nos créneaux horaires pour répondre à toutes tes questions. Et par exemple, aujourd'hui, je serai disponible de 10h à 12h puisque nous avions normalement 2 heures de cours ensemble, donc 2 heures de travail. Je te laisse découvrir ce diaporama. N'oublie pas d'aller chercher ton manuel. Si jamais tu ne l'avais pas, sache que le texte est également disponible sur le document Word. Bonjour les troisième 1, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui réunis pour notre premier cours en distanciel de 2021. Comme un air de déjà vu, non? Enfin, rassurez-vous, en français, vous aurez de quoi vous occuper. Et puisque nous avions normalement une séance de 2 heures aujourd'hui, eh bien voici de quoi vous occuper pendant 2 heures. Nous avions rapidement évoqué en classe l'auteur Louis-Ferdinand Céline. Eh bien, c'est un extrait de son roman le plus célèbre, Voyage au bout de la nuit, que nous allons étudier aujourd'hui. Pour ce faire, il vous suffit d'aller chercher votre manuel à la page 202. Si jamais vous ne l'aviez pas, vous le retrouverez dans le document Word disponible sur Teams et puis de vous laisser guider par le diaporama. Vous allez donc découvrir, je le disais, un extrait de Voyage au bout de la nuit. Vous aurez des questions de compréhension, comme d'habitude, puis des petites questions également d'histoire littéraire. Pour répondre aux questions d'histoire littéraire, vous aurez à la fin du diaporama une petite vidéo. Vous retrouverez également le lien de cette vidéo sur le document Word. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage et puis n'oubliez pas que je suis disponible sur Teams sur notre créneau habituel, c'est-à-dire pour aujourd'hui de 10h à 12h, si jamais vous aviez des questions. Bon travail! Louis-Ferdinand Destouches, qu'on connaît plus généralement sous le nom de Louis-Ferdinand Céline, est un auteur très célèbre. Il est né en 1894 et mort en 1961. Son roman le plus connu est Voyage au bout de la nuit, qu'il a écrit en 1932. Dans ce roman, il utilise un style personnel et novateur, puisqu'en effet, il essaye de reproduire au mieux le langage parlé. Ce qui veut dire que dans son roman, on trouve beaucoup d'expressions familières et de fautes de syntaxe pour reproduire ce langage oral. Louis-Ferdinand Céline, donc, qu'on appelle aussi Céline tout simplement, est aussi un auteur connu pour, malheureusement, son antisémitisme. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'un extrait dans lequel il explique que refuser la guerre n'est peut-être pas si lâche que ça. Dans ce roman, Voyage au bout de la nuit, le héros s'appelle Ferdinand Bardamu. C'est un soldat qui a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Lors d'un combat, il reçoit un coup à la tête. Il est donc démobilisé. Cela signifie qu'il n'est plus obligé d'être soldat. Évidemment, il va être soigné. À Paris, il entre alors en convalescence. En convalescence, cela signifie une période durant laquelle il va être soigné. Il est dans un hôpital psychiatrique et sa petite amie américaine vient lui rendre visite. Découvre à présent la lecture du texte. Passe donc à la diapositive suivante. Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand? Je le suis. Alors, ils vont vous soigner ici? On ne soigne pas la peur, Lola. Vous avez donc peur tant que ça? Et plus que ça encore, Lola. Ah, vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand. Vous êtes répugnant comme un rat. Oui, tout à fait, lâche, Lola. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi.
Je la refuse tout net, avec tous ces hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Avec elle. Serait-il 995 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort. Lola. Et c'est moi qui ai raison. Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux pas mourir. Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Alors vive les fous et les lâches. Ou plutôt, survivent les fous et les lâches. Vous souvenez-vous d'un seul nom, par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans? Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais cherché. Ils vous sont tous aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papier devant nous, que votre crotte du matin. Voyez donc bien qu'ils sont morts pour rien, Lola. Pour absolument rien du tout, ces crétins. Je vous l'affirme. La preuve est faite. Il n'y a que la vie qui compte. Dans 10 000 ans d'ici, je vous fais le pari que cette guerre, si remarquable qu'elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée. À peine si une douzaine d'érudits se chamailleront encore par-ci par-là, à son occasion et à propos des dates des principales hécatombes dont elle fut illustrée. C'est tout ce que les hommes ont réussi jusqu'ici à trouver de mémorable au sujet les uns des autres à quelques siècles, à quelques années et même à quelques heures de distance. Je ne crois pas à l'avenir, Lola. Lorsqu'elle découvrit à quel point j'étais devenu fanfaron de mon honteux état, elle cessa de me trouver pitoyable le moins du monde. Méprisable, elle me jugea définitivement. Elle résolut de me quitter sur-le-champ. C'en était trop. En la reconduisant jusqu'au portillon de notre hospice ce soir-là, elle ne m'embrassa pas. Et pour commencer d'un bon pied, je vous propose de dérouler l'intrigue de Voyage au bout de la nuit en 1 minute chrono. Dans son premier roman, Céline nous raconte l'histoire de Ferdinand Bardamu, le genre d'homme qui décide après un long discours antimilitariste de s'engager dans l'armée sur un coup de tête. Nous sommes au début de la Première Guerre mondiale, Bardamu vit de l'intérieur les horreurs de la guerre aux côtés de son ami Léon Robinson. Il est blessé et rentre à Paris où il tombe amoureux de Lola, une danseuse américaine. Puis, encore sur un coup de tête, il s'embarque pour l'Afrique, où il gère une exploitation agricole. Il y croise encore Robinson, se sauve, s'embarque dans une galère et traverse l'océan pour l'Amérique, où il travaille dans une usine Ford à Détroit. Là, il cherche et retrouve Lola qui ne veut plus de lui, donc il rentre en France, termine ses études et s'installe comme médecin dans une banlieue populaire, etc., etc. Entre Toulouse et Paris, entre un asile psychiatrique et son cabinet de médecin, sa vie va s'écouler ainsi jusqu'au jour où Léon Robinson le retrouve et vient mourir dans ses bras, tué par sa femme Madelon lors d'une dispute sans intérêt. Bon, si vous n'avez pas lu ce livre vous-même, son intrigue doit vous paraître pour le moins tordue, voire compliquée. En vérité, non. Voyage au bout de la nuit est une longue succession d'anecdotes et de petits événements quotidiens tout simples, même si dans un premier temps, on ne voit pas où l'auteur veut en venir. Par contre, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas rater en lisant ce roman, c'est son style révolutionnaire. Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Céline, et son arrivée sur la scène littéraire en 1932 a fait l'effet d'une bombe. Personne jusque-là n'avait jamais écrit un roman de cette manière. Écoutez plutôt le genre de phrase qu'on y trouve. Elle eut peur de nous, la concierge, en nous entendant. Ou bien, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte. Céline, et personne ne faisait ça avant lui, Céline écrit avec une langue parlée, une langue populaire, une langue parsemée d'argot ou carrément de fautes de français. Et pas seulement dans les dialogues. Le texte entier du roman est écrit de cette manière, comme si nous étions dans la tête de Bardamu, un homme qui pense comme il parle, avec des mots simples et une syntaxe à l'avenant. Et ce style tellement original nous impressionne pour plusieurs raisons. D'abord, comme je viens de le dire, il nous aide à nous immerger dans le récit et dans ses personnages. Il nous aide à nous identifier à Bardamu, puisqu'à force de lire son propre langage pendant plus de 500 pages, on finit par penser avec les mêmes mots que lui. Mieux, le rythme parfois désordonné des phrases rend la pensée vivante comme un premier jet. Par exemple, quand Céline écrit « Il avait l'air de la saluer, lui, ce cavalier à pied, la guerre en entrant ». Incroyable comme phrase, non? C'est compliqué, c'est brouillon, mais c'est tellement vrai. Car c'est comme ça qu'on pense, en rajoutant les informations au fur et à mesure qu'elles nous viennent. Et puis, l'essentiel aussi, vous l'aurez déjà remarqué, c'est que cette écriture est marrante. Elle nous charme, on prend plaisir à la lire parce qu'on n'est pas habitué à une telle prose. Elle est rafraîchissante, et c'est elle qui nous pousse à lire le roman jusqu'au bout, car comme nous allons le voir par la suite, l'histoire qu'on nous raconte, elle, n'est pas réjouissante. Et puis cette écriture nous charme encore plus quand on découvre qu'en vérité, elle n'est pas du tout improvisée et que Céline a véritablement ciselé ses phrases une à une et recréé une sorte de nouvelle langue mi-littéraire, mi-parlée.
Ses fautes de français sont calculées au millimètre, et au détour d'une phrase en argot, il plante une formule sophistiquée, comme quand il dit « C'est surtout de Molly, moi, que je me souvenais bien quand j'étais bon sentiment, comme de l'écho d'une heure sonnée lointaine. » C'est poétique, carrément beau, et je vous mets au défi de trouver un Titi des Faubourgs ou un Ziva du 9-3 qui parle réellement de cette manière. Mais ce n'est pas tout, car après les belles phrases viennent les belles images, puis les aphorismes, c'est-à-dire ce genre de formule tellement élégante qu'on l'apprend par cœur, mais qui véhicule l'air de rien toute une vision du monde que l'auteur veut nous communiquer. Quelques exemples. La guerre, c'est un monde où tout s'est rétréci au meurtre. Ou bien, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Ou encore le célèbre « Un homme, ça n'est rien que de la pourriture en suspens ». Voilà, on pourrait s'arrêter là car Céline disait de lui-même qu'il était un styliste et que le sujet de son texte ne l'intéressait pas. Le peintre qui représente une nature morte, disait-il, ne s'occupe pas de la pomme. Ok, mais sur ce point, on peut se permettre de ne pas être d'accord avec lui. Parce qu'en vérité, tout peintre qu'il est, Céline donne une certaine couleur à son histoire, et son style, qu'il le veuille ou non, véhicule bien plus qu'une simple esthétique, il nous communique une vision du monde. Voyons donc le fond de ce que Céline nous raconte au long de ses 500 pages de Voyage au bout de la nuit. Eh bien, incontestablement, Voyage au bout de la nuit est l'histoire de sa propre vie. En 1914, il s'engage à 18 ans, avant l'appel obligatoire, il devient officier pendant la guerre, il est grièvement blessé, il s'en va travailler au Cameroun où il tombe malade, puis il reprend ses études de médecine en France, il voyage pour la Société des Nations, il visite les usines Ford à Détroit, et il s'installe comme médecin libéral dans une banlieue populaire. Et tout cela n'a rien d'une coïncidence, la vie de Bardamu, vous l'aurez remarqué, c'est la vie de Céline à quelques nuances près. D'autres auteurs l'ont déjà fait avant lui, et en général quand on romance sa propre vie, c'est souvent pour la transformer en une véritable histoire, en un roman structuré. C'est pour l'embellir, lui donner un sens, utiliser sa propre biographie pour convoyer un message. Alors dans ce cas, si Céline a modifié sa réalité pour en faire un roman, pourquoi nous sert-il un récit tellement décousu qui passe du coq à l'âne et qui ne semble mener nulle part ? Autrement dit, quel est le message du Voyage au bout de la nuit ? Nombreux sont les lecteurs et les commentateurs qui ont souligné les messages antimilitaristes, anticolonialistes et anticapitalistes du roman. Et incontestablement, Bardamu Céline souligne les horreurs gratuites de la guerre, l'orgueil conquérant des compagnies coloniales, même s'il n'est pas tant non plus avec les populations indigènes, ou l'abrutissement des ouvriers de la grande industrie américaine. D'accord, mais de là à dire que c'est là l'objectif du roman... Tenez, si on compte les pages, voici ce que l'on constate. 50-60 pages à chaque fois pour la guerre, l'Afrique et les États-Unis, et le reste, soit plus de 350 pages, se déroule à Paris ou en banlieue, à raconter des petites histoires ordinaires, un avortement sordide ou une famille qui essaie de se débarrasser d'une grand-mère encombrante. En fait, le véritable message du Voyage au bout de la nuit, c'est justement que tout cela n'a pas de sens, et que la vie de Céline, comme celle de Bardamu, n'est qu'une succession d'anecdotes qui se ressemblent et qui démontrent toute la vacuité de l'existence. Au fond, la guerre, l'Afrique, l'Amérique ou la banlieue parisienne, tout ça, c'est pareil. Ce sont les mêmes gens, les mêmes petites vies dérisoires. Le patriotisme, la civilisation ou le rêve américain, ce ne sont que des grands mots plaqués sur des vies qui ne valent pas mieux que celles des animaux. Céline était un grand pessimiste, un anarchiste désenchanté, c'est-à-dire sans idéal et sans but. Pour lui, la vie n'a aucun sens, pas de grande cause qui en vaille la peine, ni pour l'individu, ni pour la société. Pas d'amour, pas d'espoir, Céline est un nihiliste et un misanthrope. Et c'est exactement ce qu'il parvient à nous faire ressentir au long de ces 500 pages de récit. La vie est pleine d'événements, mais au bout du voyage, on est au même point qu'au départ. La vie est riche et compliquée, mais elle ne sert à rien. Voici comment il résume la vie d'un homme. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille et depuis déjà tellement trop longtemps. Où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces 1000 projets qui n'aboutissent à rien. Pour Céline, les hommes ne sont que de la pourriture en suspens, des vagues incessantes d'êtres inutiles, venus du fond des âges, mourir tout le temps devant nous, et cependant on reste là, à espérer des choses, même pas bon à penser la mort qu'on est. Céline donc utilise la structure de son récit, une longue suite d'événements stériles, pour nous convaincre que la vie n'a aucun sens. Il utilise aussi le charme de son style révolutionnaire pour nous séduire, et imprimer dans nos esprits, sous forme d'aphorismes ou d'images fortes, cette totale vacuité de l'existence. Alors on referme son livre, et on en reste un peu troublé. D'accord, Céline est misanthrope et nihiliste. J'ai envie de dire, c'est son problème. Mais pourquoi prend-il 500 pages pour nous le raconter ? Eh bien, à mon avis, il y a deux façons d'interpréter sa volonté, son message.
La première est de considérer que Céline utilise son style incroyable, son humour, son charme pour nous transmettre, consciemment ou pas, sa propre vision du monde. Il voudrait en quelque sorte nous convaincre que les hommes ne valent pas mieux, je cite, que les animaux qu'on regarde naître, peiner et crever devant nous sans qu'il leur soit arrivé à eux non plus jamais rien d'extraordinaire que de reprendre sans cesse la même insipide faillite où tant d'autres animaux l'avaient laissée. Et c'est du sérieux. Céline a écrit Le Voyage au bout de la nuit en 1932. Quelques années plus tard, son antisémitisme avéré ainsi que ses choix politiques désastreux montreront jusqu'à quels extrêmes il pouvait être misanthrope et nihiliste. Mais justement, il y a une deuxième façon d'interpréter Le Voyage au bout de la nuit, une façon plus optimiste à laquelle je vous propose de vous raccrocher. Car peut-être que Céline souffrait de son propre nihilisme. Peut-être se rendait-il compte que d'autres hommes pouvaient être plus grands et plus heureux que lui. À la fin du roman, alors que son ami Robinson meurt dans ses bras, Bardamu Céline se sent désarmé et il pense « Il me manquait ce qui ferait un homme plus grand que ma simple vie, l'amour de la vie des autres. De ça, j'en avais pas, j'étais pas grand comme la mort, moi, j'étais bien plus petit. » En nous invitant ainsi à voyager avec lui jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au bout de sa propre nuit intérieure, Céline cherchait peut-être à nous montrer comme elle était noire et désespérée, et peut-être ce roman est-il une invitation à être nous-mêmes plus grands que Bardamu. Et même si en vérité je doute que ce soit là l'intention de l'auteur, c'est quand même l'interprétation que l'on peut en faire, c'est la liberté du lecteur et c'est la force de la forme littéraire. Et voilà lancée la 3e saison de l'Alchimie d'un roman. C'est parti pour 1 an et une bonne dizaine de nouvelles analyses. Si vous découvrez ma chaîne et que vous voulez rattraper votre retard en découvrant les 30 épisodes précédents, c'est facile. Il vous suffit de cliquer ici et vous en profiterez pour vous abonner. C'est gratuit et ça vous permettra de recevoir un petit rappel à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook ou encore lire les articles de mon blog dont les sujets sont souvent plus larges que la simple littérature. Voilà, c'est dit. Alors merci pour votre fidélité, au revoir et à la prochaine fois.